Place publique. J'ai un souvenir comme ça très très fort d'une petite section de maternelle. Et l'enseignante me dit bon, tu sais, là, tu vas aller les rencontrer, mais ça va pas durer longtemps parce que généralement, quand un adulte arrive, d'abord, ils sont très impressionnés. Et donc, ça m'étonnerait qu'ils te disent beaucoup de choses. Et j'arrive dans la classe, et là, je ne pouvais pas dire un mot. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis à me parler. Qu'il y a une petite fille dont l'enseignante n'avait jamais entendu le son de sa voix, qui s'est mise à parler. Et du coup, les autres enfants riaient de l'entendre, parce que eux non plus l'entendaient pas dans la classe. Et je dis quand même que si la culture donne la parole, parfois, faut continuer. Faut continuer. Place publique. Ah, c'est complètement d'actualité, Histoire du Tigre, parce que ça parle justement dans ces mouvements aujourd'hui d'indignation, de résistance, ces grands mouvements populaires qu'on peut connaître en Europe, qui baignent en ce moment dans un marasme économique le plus total. La pièce, le spectacle fait vraiment écho à ce regroupement de population, ce regroupement de résistants, appelons ça comme ça, ce sera plus simple, pour essayer de replacer l'humain au centre de la vie, en fait. Voilà, à la place du fonctionnement institutionnel, on va dire économique, financier, institutionnel. Et c'est donc en ce sens-là une pièce très 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 humaniste. Place publique. Bonjour. Dans Place Publique, aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté des Bravos de la nuit à Pélussin. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, beaucoup de monde dans ce studio. Alors, je vais essayer de pas me tromper dans les noms. Nous avons la compagnie de ci, de là, avec Aude Maury. Oui. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous allons parler d'une autre compagnie de l'Astre. Et là, nous avons 3 intervenants. William Astre. Bonjour. Jérôme Aubert, comédien. Bonjour. Et Palina Kocha-Sava. Bonjour. Excusez-moi si je me suis... si j'ai écorché votre nom. Voilà, donc nous allons parler de 2 spectacles. Histoire du Tigre, une pièce de Dario Fo. Et puis, Ça sonne, avec Aude Maury. Mais d'abord, j'aimerais avoir une petite impression générale des uns des autres. Je crois qu'il y en a qui sont résidences, d'autres non, sur les Bravos de la nuit. On peut peut-être une première idée sur ce festival. Donc les Bravos de la nuit, c'est un festival de théâtre qui existe maintenant depuis 25 ans, qui fête cette année sa 25e édition, qui a lieu au mois d'août à Pélussin, donc un charmant petit village de la Loire, perché sur un rocher, que nous avons découvert en début de semaine parce que en amont du festival, la direction des Bravos de la nuit propose aux compagnies de faire une résidence de travail pour travailler soit sur le spectacle qui va être présenté au festival, soit sur quelque chose de complètement différent. Nous, on a choisi de travailler sur un autre spectacle qu'Histoire du Tigre. On travaille sur Élisabeth II de Thomas Bernhard, qu'on a pour ambition de monter au printemps 2013. Et on a donc bénéficié de ces 3-4 journées de création, de travail, dans ce magnifique cadre de Pélussin. Voilà. Et Aude Maury, vous n'êtes pas résidente? Non. Nous, la compagnie s'appelant De ci, de là. Nous avons des personnes à Marseille, des personnes sur Paris. Maintenant, une Roisère, que je suis. Et donc, il était difficile, sur cette période-là, de réunir du monde pour profiter de ce temps. Voilà. D'accord. Et votre pièce, c'est un one-man show? C'est autour du personnage du clown. Hein? Voilà, tout à fait. C'est Mamselle Moi, qui vient traiter du téléphone, entre autres. Oui, un peu plus peut-être, sans tout dévoiler, bien sûr.
Oui, c'est un projet qui est parti de cet objet, le téléphone, objet quotidien pour tous, objet auquel on ne fait pas tellement attention, on communique comme ça, de loin, et qui reste, pour le tout petit, un objet absolument, pour le coup, pas quotidien du tout. La première fois qu'il entend quelqu'un qu'il connaît dans cet objet, croyez-moi, il regarde l'objet et il s'interroge. Donc j'avais envie d'aller revisiter un peu Il faut savoir aussi que c'est un des jouets, me disent des amis qui travaillent auprès des tout-petits, en crèche, on va dire le jouet indispensable dans une crèche. Alors c'est un peu comme la radio, sauf qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre des proches parler dedans, mais sinon c'est un peu la même chose, c'est un petit peu la boîte magique d'où sortent des sons et quelquefois de quelqu'un qu'on connaît. Tout à fait, oui. Alors vous dites pour le tout petit, donc c'est un spectacle qui s'adresse aux petits enfants, mais pas seulement, hein, vous travaillez avec l'enfant, la famille. Voilà, tout à fait. Les parents surtout. Oui. Alors, bah oui, le tout petit, là, c'est à partir de 2 ans. Voilà. Après, c'est un spectacle à découvrir en famille, bien entendu. Parce que créé pour le tout petit, c'est créé pour l'adulte aussi qui va l'accompagner au spectacle. Il n'est pas encore suffisamment indépendant pour y venir. Parfois, on a des surprises. Moi, il m'est arrivé de voir un jeune enfant qui avait déjà vu un de mes spectacles et qui, voyant une photo, décide d'amener ses parents au spectacle pour revenir le voir. Donc, ils sont tout de même très déterminés quand ils le décident. Mais voilà, sachant qu'en plus, quand on s'adresse au jeune enfant, à l'enfant, hein, on s'adresse chez l'adulte à une partie de lui-même aussi. Le jeune public, je dis souvent, aujourd'hui, je trouve qu'il a une fonction un peu de ce qu'on appelait le théâtre populaire. C'est-à-dire qu'il va permettre à certaines personnes qui vont jamais au spectacle, d'aller au spectacle, parce que l'adulte aura envie d'y emmener son enfant, et en y arrivant, il va découvrir que ce que son enfant venait voir, c'était aussi pour lui, en tant qu'adulte. Et là, peut-être, ça lui donnera envie, à cet adulte-là, d'aller voir d'autres spectacles qui s'adressent aux adultes. Voilà. Et je trouve que du coup, le jeune public a vraiment une fonction de théâtre populaire, dans son vrai sens du terme. Des réactions ? Oui, donc c'est vrai que c'est bien moi je rejoins un peu cette idée que le jeune public a cette fonction de vecteur, et de plus en plus on voit maintenant des sujets qui sont traités sur une double lecture, ou au moins une double lecture, sur plusieurs lectures, avec des spectacles qui sont compris d'une certaine manière par des jeunes et lus ou compris, interprétés d'une autre manière par des adultes. Et c'est un peu aussi ce qu'on a voulu faire comme travail sur Histoire du Tigre. Palina, peut-être tu peux en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on propose 2 lectures de notre spectacle. Donc il y a la première lecture qui se fait pour les petits. Donc c'est cette histoire d'un soldat qui part à la guerre et qui rencontre le tigre. Voilà, donc le public dès le début est invité à suivre l'aventure de ce soldat, qui après c'est le comédien en fait qui propose de vivre cette aventure au spectateur, et donc le comédien après il vit plusieurs métamorphoses, plusieurs transformations, il interprète plusieurs personnages, voilà. Et pour l'adulte, donc il a aussi pour son compte et il a une deuxième lecture qui ouvre sur les thèmes un peu plus importants, un peu plus sérieuses entre guillemets. Oui. Jérôme, si tu as les mots à dire aussi sur ce que tu vis de l'intérieur.
Après, oui, c'est vrai que c'est très intéressant cette double lecture. Ces rapports différents, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le principe du spectacle qui s'adresse à tout le monde, le principe d'universalité. Et enfin, c'est une fantaisie qui s'adresse à vraiment tout le monde, un burlesque, et après des thèmes plus importants comme la politique, comme la solidarité, comme des choses qui sont plus compréhensibles pour les adultes, pour les grands enfants. Alors, plusieurs niveaux de lecture qui ne se confrontent pas. Par contre, avec Aude Maury, ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux parents. Il y a une relation entre les deux, donc il y a un niveau de lecture commun. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs de notre compagnie, c'est de toujours aller travailler avec l'enfant en lien avec sa famille, pour partager une culture commune et pour pouvoir reprendre après à la maison ce vécu ensemble. On a un petit bagage ensemble de lecture et c'est le plus jeune qui amène tout le monde au spectacle. Donc à ce moment-là, il a une place tout à fait particulière. Et j'aime lui accorder cet espace-là aux jeunes, aux plus jeunes. L'espace et le temps aussi, Odette. Le temps, un temps particulier. C'est vrai que... Un temps pour rêver, un temps... Alors, j'avais eu l'occasion de rencontrer une programmatrice qui en parlait très bien, qui parlait de ce temps-là comme d'une parenthèse. Voilà. On se pose ensemble le temps d'une parenthèse. Et j'aime beaucoup cette idée-là d'une respiration particulière où j'aime aussi penser que quand on va au spectacle, il y a l'avant et il y a l'après et on n'est plus tout à fait pareil. Et le personnage du clown, c'est pour faciliter la relation avec l'enfant ? Alors non, le personnage du clown, ça a été une rencontre pour moi d'il y a une vingtaine d'années. J'ai sur Paris, dans une école de théâtre, rencontré Rosine Rochette, qui elle, de son côté, avait travaillé avec Mouchkine à l'époque des clowns, donc dans les années 70. Et dans cette école de théâtre, il y avait du théâtre, voilà, des classiques, et du clown, du masque, voilà, toute cette approche qui est très différente. Et alors, moi, quand j'allais en cours de théâtre, ça marchait pas tellement. C'était pas terrible, quand même. Et quand j'allais travailler le clown, il y a quelque chose qui marchait à tous les coups. Alors, le personnage du clown, c'est vrai qu'on le voit un peu partout, même dans les films d'horreur. Oui, c'est un personnage qui fait rire, qui peut faire pleurer. Au théâtre, c'est assez récent. Tout à fait. Alors, j'ai fait une expérience un jour de taper sur Google clown. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, s'est affiché une page, une vision d'horreur. Voilà, tous les clichés y étaient. Parce que je voulais quand même comprendre pourquoi le clown faisait autant parler. Aussi, pourquoi souvent on le colle au sapin de Noël, avec des ballons gonflables, c'est encore mieux. Si les ballons explosent, alors là, c'est du grand art, voilà. Et évidemment, j'avais envie d'aller revisiter cette figure autrement et lui accorder de nouveau cette poésie qui le caractérise. Pour moi, le clown, c'est quelqu'un qui va faire un pas de côté et qui, d'un coup, va voir des choses, percevoir le monde autrement et percevoir, prendre, j'ai envie de dire, avoir une lecture du monde sans a priori. Il ne sait pas. C'est quelqu'un d'une certaine manière qui est vierge d'expérience, on va dire. Quand un clown arrive sur scène, je dis toujours, il y a un monde qui entre en scène et l'avant et l'après, peu importe. Il n'y a pas là une dimension psychologique. Il y a une dimension de prendre des situations à 200%. Et en découverte, il ne sait pas, le clown. Et c'est un point commun qu'il a avec le tout petit, justement.
C'est qu'un tout petit, il est en création permanente, en fait. Hein. Quand il va se retrouver, je sais pas, moi, je prends un exemple en face d'un arrosoir, la première fois que ça lui arrive, il ne connaît pas la fonction de l'objet. Donc, il va détourner cet objet et il va l'explorer. Et il va jouer avec. Voilà. Et le clown, c'est vrai, se positionne de cette manière-là. Je dis toujours, moi, dans mes spectacles, je n'y mets pas la tarte à la crème. Voilà. Après, on a des grandes figures, en réalité, on le sait bien, mais il y a eu dans l'histoire du clown et du cirque toute une période qu'ont baigné nos enfances. Moi, je suis de 70, il y avait de très mauvais cirque et de très mauvais clowns à ce moment-là. Et c'est comme si aujourd'hui, on avait retenu que cela, parce que c'est les modèles qu'on a eus. Hein, dans notre bagage, alors que bien avant, on a tous des exemples considérables de ce travail-là. Chaplin, Buster Keaton, Tati, voilà. Et c'est comme si on les avait oubliés. En tout cas, on les a oubliés quand le clown va s'adresser à l'enfant. C'est comme si le clown qui va s'adresser à l'enfant était un mauvais clown. A priori, c'est ce qu'on se dit. Et c'est ce qui est véhiculé dans énormément chez énormément de personnes, hein, que ce soit des programmateurs ou enfin voilà. Et aujourd'hui, on retrouve de grands clowns dans les théâtres. Hein, je pense à Buffo, Howard Button. Je pense à ces Belges Okie Duck qu'on a pu voir dans Sleep Inside, mais un autre spectacle auparavant qui s'appelait AAA. Et Malaclown, enfin, on a énormément d'exemples. Donc, il a quand même retrouvé une place auprès des adultes qu'il n'a pas encore tout à fait retrouvé auprès des enfants. Voilà. Alors, moi, je dis toujours, j'ai envie, dans ce travail-là, de défendre à la fois le clown et l'enfant. Et c'est ce recul, ce temps de réflexion, justement, peut modifier la relation. Donc, je repense à l'enfant qui amène le parent. C'est par l'intermédiaire du clown où il fait expliquer des choses, quoi. Il leur demande un temps peut-être de regard différent sur le monde et sur lui. Chez l'enfant ? Alors, j'ai remarqué en jouant ce spectacle que l'enfant est très en empathie avec le clown. Voilà. Mais une empathie qu'il a peut-être pas avec les parents et qu'il leur propose de cette manière-là. C'est un peu... Parce que d'un coup, comme le clown, a priori, va pas très bien savoir comment s'y prendre en face des événements qui lui arrivent, eh bien d'un coup, ça place l'enfant à un endroit où lui a de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il sait déjà, de son petit âge, de 3 ans, qu'il a compris, qu'un clown n'a pas forcément compris. Et j'ai remarqué ça parce qu'un jour, un enfant est venu me voir à la fin du spectacle en me disant très sérieusement « Madame, mais c'est pas comme ça qu'on ouvre les paquets de chips. » Et là, j'ai vu ce petit bonhomme de 3 ans, mais avec un sérieux, et je lui dis « Mais comment faut-il s'y prendre ?» Et là, il s'est mis à m'expliquer la petite expérience qu'il avait de comment on ouvre un paquet de chips. Et c'était un moment très important. Voilà, et c'est ce petit bonhomme-là qui m'a fait comprendre cet endroit de l'expérience qu'il peut déjà transmettre. Et c'est assez rare quand l'enfant est à cet endroit-là dans notre société. Alors c'est une belle relation qu'il a avec ce personnage. Et avec ses parents. Et avec ses parents.
On va revenir à l'histoire du tigre. On est sur l'histoire des lectures. C'est vrai qu'il y en a, vous disiez une double lecture, il y en a beaucoup plus dans cette histoire-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des dimensions politiques, historiques. Parce que je voulais dire, il y a un premier degré, ensuite chez l'adulte, en fonction aussi de sa connaissance. Chacun va voir des histoires un peu différentes. Oui, chacun peut interpréter ce qu'il voit, ce qu'il ressent de manière différente. Et effectivement, c'est relativement différent sur ce spectacle-là, selon qu'on a 12-13 ans ou qu'on a 35-40 ans. Parce que le récit, tel qu'il a été écrit, c'est un conte politique, en fait, Histoire du tigre, qui raconte tout bêtement l'histoire, donc comme l'a dit Paulina, d'un soldat qui se fait abandonner par ses camarades et qui se fait recueillir pendant la Grande Marche, voilà, et qui est recueilli par une tigresse qui va le remettre sur pied et son tigrichon, exactement. Pas tout dévoiler, mais dévoilons au moins le tigrichon. Voilà. Et une fois qu'il sera sur pied, il va. Mais ça montre aussi qu'ils ont une relation pas simple. Il y a des rapports de force, il y a des choses qui se nouent. Il devient, je sais pas si je peux le dire, le cuisinier un petit peu de la famille tigre. Absolument. On aborde aussi le thème de la famille à travers cette pièce, et notamment la famille recomposée. Ce côté, cette union de forces complètement étrangères qui se connaissent pas, et après, ce qui amène aussi à la résistance. Qui vont agir ensemble à un moment, qui vont s'unir. Voilà. Une histoire de deuil, de remplacement, voilà, et puis de l'animal à l'humain. Ouais. C'est vraiment un appel à la résistance, à l'union. Mais déjà, le thème de l'union, en fait, il est au cœur du spectacle. Il est amené bien sûr par Dario Fo, par le texte, mais aussi par la mise en scène, si je peux me permettre. Voilà, donc par la mise en scène, parce qu'on propose aux spectateurs de nous rejoindre. C'est notamment Jérôme qui va proposer au début du spectacle il dit puissance du théâtre. Voilà, il appelle à la puissance du théâtre. Et après, il invite le spectateur de participer. Bon, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais le spectacle est aussi très interactif et propose aux spectateurs de participer, de jouer un moment, un rôle. On va pas tout dévoiler, mais voilà, et peut-être aussi de rugir ensemble, mais rugissement comme un symbole justement de l'union, de réunion, de résistance, de force de l'esprit. Contre toutes sortes d'oppressions possibles, voilà. Et puis aussi, vous avez parlé très 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 bien de clown. On a aussi une dimension clownesque dans le spectacle, et à un moment, Jérôme aussi, voilà, il fait le clown, on peut dire ça comme ça. Il fait le clown, le personnage complètement décalé, complètement burlesque, qui est le dictateur qui arrive dans le village. Voilà, mais venez nous voir, vous allez justement voir ça. Je rajoute juste sur la signification du tigre. En fait, dans la symbolique chinoise, le tigre, c'est vraiment un symbole très très fort de résistance et de rébellion contre le pouvoir, d'indignation, comme on dit aujourd'hui en Europe. Contre tous les pouvoirs. Contre tous les pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas c'est vrai, il n'y a pas de parti pris. Absolument. À la fois, il est résistant contre l'armée nationaliste de Chine. Après, c'est les communistes. Bon, faut pas tout dire. Oui, enfin, il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui viennent justement pour essayer de les remettre dans le droit chemin, et c'est l'utilisation de cette du tigre et de la symbolique du tigre qui fait que on est unis, solidaires et puis résistants contre ces pouvoirs-là. Alors après, on peut gagner ou perdre, mais en tout cas, on lutte. Voilà. Et j'ai lu, parce que je me suis quand même un tout petit peu renseigné avant de vous recevoir, que c'est emblématique de l'histoire de Dario Fo. Oui. De toute sa vie, en fait. Oui, c'est vrai que sa vie à Dario Fo et aussi à sa compagne Franck Arameux, ça a toujours été dans la résistance, dans la lutte contre l'oppression, quelle qu'elle soit. Et aussi on va dire, dans non-violence quelque part, parce que c'est un appel. Il dit, par exemple, donc il y a des envahisseurs qui arrivent dans le village et tout ça, mais on n'a pas de fusil.
mais nous avons le tigre. Et le tigre, c'est pas la force dans les armes, c'est la force dans les résistances dans la force intérieure comme j'ai dit, de l'esprit et puis de caractère. C'est d'avoir une voix, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire, de pouvoir s'opposer à quelque chose. Alors justement, William, tout à l'heure, vous avez parlé des indignés. C'est vraiment une pièce d'actualité. Ah, c'est complètement d'actualité, Histoire du tigre, parce que ça parle justement dans ces mouvements aujourd'hui d'indignation, de résistance, ces grands mouvements populaires qu'on peut connaître en Europe, qui baignent en ce moment dans un marasme économique le plus total. La pièce, le spectacle fait vraiment écho à ce regroupement de population, ce regroupement de résistants, appelons ça comme ça, ce sera plus simple, pour essayer de replacer l'humain au centre de la vie, en fait. Voilà. À la place du fonctionnement institutionnel, on va dire, économique, financier, institutionnel. Et c'est donc, en ce sens-là, une pièce très, très, très humaniste. Comme le combat de Dario Fo et Franck Aramé toute leur vie, de toute façon. C'est vraiment un combat humaniste de A jusqu'à Z. Même pas jusqu'à Z parce qu'ils sont pas morts encore. Enfin, elle est pas. Oui. Il y a un autre aspect d'actualité qui est intéressant, c'est le demande de transparence dans la société. On assiste à ça. Et je crois que cette pièce est justement là aussi quelque chose de très significatif parce qu'on montre comment fonctionne le théâtre aussi en même temps. C'est vrai que oui, dans cette pièce, on ne cache rien. C'est tout est le principe de la mise en scène, c'est que tout est à nu. On montre tout et on invite aussi. Je répète, mais c'est vrai que c'est une invitation aux spectateurs à faire du théâtre. C'est vraiment, on englobe tout le monde. Mais comme un jeu, une proposition de jeu, quoi. Venez jouer avec nous pendant ce temps-là qui est le temps de représentation. Voilà. Ouais. Et après le sens du théâtre tel qu'on l'injecte dans ce spectacle et tel que nous on le conçoit dans le projet artistique de la compagnie, c'est effectivement, on appelle ça pompeusement un théâtre du questionnement, mais ce qui est intéressant ce qui nous porte dans les spectacles qu'on veut monter, c'est justement que le public ne soit pas uniquement passif, mais qu'il ressorte du spectacle en se disant ah tiens, si on pouvait faire ça, si on pouvait penser à ça, si on pouvait agir comme ça, si je pouvais voir ça de façon un tout petit peu différente, je serais plus en phase avec moi-même. C'est un peu ça le sens du projet artistique de la compagnie. Ça fait l'objet de discussion avec les spectateurs après les spectacles. On a rarement fait des débats, mais quand on en a fait, c'est vraiment très 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 productif. Très très parce productif. Que c'est une des particularités des Bravos de la nuit, que oui, que les rencontres avec les spectateurs. Ouais. Il y a des oui, on n'a peut-être pas tout à fait spécifié ça. Il y a des répétitions publiques qui sont ouvertes donc à tous ceux qui veulent y assister. La nôtre aura lieu samedi à 15h45. Sous la halle de Virieu, puisque c'est là que on représente le spectacle. Et puis il y a un autre temps fort qui est ce qu'on appelle la carte blanche, qui est un moment offert à la compagnie pour présenter son univers dans le lieu de son choix, dans Pélussin, dans le lieu de son choix. Donc ça dure un petit moment. C'est une forme complètement libre et ça peut passer par une lecture, par un débat, par une improvisation, par un petit cours de théâtre à destination des gens qui passent. Et ça, c'est vraiment une des forces de ce festival que d'impliquer à ce point le public. C'est assez rare en fait. La ville de Pélussin, c'est vrai, investit des espaces comme ça. Vous l'avez choisi en fonction de quoi ? Le festival ou la halle ? Le lieu. Le lieu. La halle, c'est un lieu exceptionnel en fait, qui se trouve tout en haut du village. C'est un monument qui domine toute la vallée. Enfin, on a une très très belle vue panoramique sur depuis la halle. Absolument splendide. Et alors effectivement, on nous a laissé le choix entre ça et un lieu fermé. Puis quand on l'a vu sur photo parce qu'on n'était pas sur place et on a pris ce lieu-là parce que c'est monstrueusement beau, tout simplement. Voilà. Monstrueusement beau, c'est époustouflant. Vraiment, le point de vue qu'on a de là-haut, c'est époustouflant. Je voulais juste ajouter que pour nous, c'est aussi un sort de challenge aussi, parce que c'est un dispositif pour nous qui est nouveau,
Voilà, j'ai envie de préciser ça. Donc, effectivement, on était charmés par le lieu, et donc on est aussi un petit peu excités d'essayer ce genre de dispositif, voilà, et de faire évoluer notre spectacle là-dedans pendant le temps de festival. Et Aude-Marie, donc, vous nous avez parlé de cette rencontre avec cet enfant. Et, à un moment, comment ça se passe, hein, les rencontres avec les spectateurs? Il y a des discussions, il y a... Alors ça m'arrive, parfois, il m'est arrivé 2 fois d'aller rencontrer les enfants après avoir joué, voilà, dans 2 écoles différentes, en fait, où j'étais passée. Et c'est des moments forts. J'ai un souvenir comme ça très très fort d'une petite section de maternelle. Et l'enseignante me dit, bon, tu sais, là, tu vas aller les rencontrer, mais ça va pas durer longtemps parce que généralement, quand un adulte arrive, d'abord, ils sont très impressionnés. Et donc, ça m'étonnerait qu'ils te disent beaucoup de choses. Et j'arrive dans la classe, et là, je ne pouvais pas dire un mot.
C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis à me parler. Mais alors, et une belle histoire, parce qu'il y a une petite fille dont l'enseignante n'avait jamais entendu le son de sa voix, qui s'est mise à parler. Et du coup, les autres enfants riaient de l'entendre, parce que eux non plus l'entendaient pas dans la classe. Et je dis quand même que si la culture donne la parole, parfois, faut continuer. Faut continuer. C'est pas gagné, mais c'est en très bonne voie. Ouais. Magie du théâtre, oui. Voilà. Et ils ont énormément de choses à dire après de ce spectacle. Donc j'aime aller vers le public, mais j'aime décider de mes moments où je vais vers le public. Voilà. Dans la compagnie, pour nous, ça c'est très important que ça nous soit pas demandé systématiquement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on a envie de systématiser. Mais par contre, parfois, décider de le faire, voilà, ça, oui. Pour conclure, vous avez peut-être des questionnements à renvoyer peut-être d'une compagnie à l'autre? Une question particulière Déjà, on sera ravis de venir voir le spectacle aussi. Parce que de découvrir ce travail, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, donc déjà, pour ma part, je vais faire ça. de découvrir l'autre, c'est toujours une démarche qui est intéressante. Pour ma part, voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble pour venir jusqu'à Saint-Julien. Voilà, et je me sens déjà très en appétit. Et j'irai voir ce spectacle dont on a la chance. Voilà, j'habite Roisey, il est à Pélussin, donc je ne vais pas rater ça. D'accord. Je vais vous demander de rappeler les moments, les jours et heures de vos spectacles respectifs. On commence par... oui. Alors, donc, Histoire du tigre de Dario Fo, ça se joue du 13 au 18 août, tous les soirs à 20h15 sous la halle de Virieux à Pélussin, dans la partie haute de Pélussin. D'accord. Et ça sonne, donc c'est 16, 17 et 18 août à 18h15, salle Saint-Jean, et le samedi à 11h et 18h15. Voilà. Sur le programme, c'est indiqué Le Caveau. Il y a eu un petit changement de salle. Ah. Voilà. Très bien. Eh ben, il me reste à vous remercier les uns les autres et puis inviter tout le monde donc à aller voir ces spectacles. Donc, Palina, les extraits musicaux de cette émission sont extraits? C'est une bande originelle qui a été créée par Marie Tournemoli, la musique, avec un collectif de musiciens, des amis à elle. Et on a deux petits morceaux à vous présenter pour vous plonger un petit peu dans l'univers de notre spectacle. Donc, premier morceau qui est l'appel à l'aventure, le départ de soldats qui va à la guerre en Chine. Et le deuxième morceau, donc, c'est le parti rêvé, un petit peu qui, dans la culmination du spectacle, au milieu du spectacle, et c'est une partie où le soldat replonge dans ses souvenirs, qui va rêver de sa maison natale, de sa mère, de sa fiancée. Voilà, c'est quelque chose de très onirique comme morceau. Merci Palina, merci à vous tous. Et pour plus d'informations, je rappelle le site des Bravos de la Nuit, www.lesbravosdelanuit.fr. Et donc les Bravos de la Nuit, c'est du 10 au 18 août à Pélussin. Place publique. Éventuellement.